D'accord, on va commencer alors. Bienvenue, merci d'être tous venus. Aujourd'hui, on va vous parler de tests et de tests dans un cadre un peu particulier, dans le cadre des applications qui utilisent l'intelligence artificielle. Cette présentation devait originellement être présentée par Victor Landau, qui est notre collègue au sein d'Equinox. Malheureusement, il n'a pas pu venir, c'est pourquoi Sylvain et moi, qui sommes aussi consultants chez Equinox, allons vous faire cette présentation. Donc du coup, Tom ici, Machine Learning Engineer, moi-même Sylvain, faut qu'on retrouve ici, donc Data Ingénieur et cofondateur d'Equinox, et donc Victor qui n'a pas pu être là aujourd'hui avec nous. Alors on va très rapidement revenir là-dessus, mais je pense que si vous êtes ici, il y a des chances que vous ayez déjà réponse à cette question. Pourquoi on ferait du test? J'ai essayé de m'adapter un petit peu, alors si mettons que... raté, je me tourne de slide. Petite citation qu'on a vue de Dave Farley cette année qui parlait de l'ingénierie. Le mot-clé qu'on a retrouvé dedans, c'est utiliser des méthodes empiriques, des méthodes reproductibles, des méthodes qui sont fiables pour pouvoir aller faire du développement logiciel. Et on va trouver que le côté empirique, quand on fait de l'intelligence artificielle, n'est pas toujours évident. Mettons que je veuille faire une jolie potée auvergnate. On est venu ici à Clermont-Ferrand, on s'est dit ok, on va adapter un peu nos slides. Je veux faire ma belle potée auvergnate. En fait, je vais avoir une petite recette de cuisine, je vais vouloir aller essayer de la tester. Puis, quand on va arriver à la fin, en fait, je vais commencer à goûter, m'assurer que l'assaisonnement est bon, m'assurer que tout ça bien. Mettons que ça ne me convienne pas, je vais remettre un petit peu de poivre, un petit peu de sel, je ne sais pas quoi. On va réadapter, on va goûter jusqu'à ce qu'en fait, on ait quelque chose qui corresponde à ce qu'on attendait au début. Concrètement, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire des tours entre changer l'assaisonnement de mon plat, aller valider que ça correspond bien à ce que j'attends. Concrètement, ce truc-là, comment ça s'appelle? Ça s'appelle une boucle de feedback. C'est être capable d'avoir du retour sur ce qu'on est en train de faire. Ça, en informatique, on aime bien. Nous, on va juste l'adapter un petit peu à notre métier. C'est à la place de changer l'assaisonnement, je vais changer le logiciel. Mais je veux toujours que ça corresponde à ce que j'attends qu'il fasse, à vraiment un attendu. Et cette boucle de feedback, aujourd'hui, maintenant, c'est des tests. Quand on fait des tests, on a 3 propriétés qu'on va chercher à vraiment obtenir le plus possible. Surtout dans la partie testing unitaire, en effet, pour au moins la première partie qui est la rapidité. Alors, on parle de rapidité, pourquoi? Parce que tout simplement, quand je vais écrire des tests, je vais en écrire beaucoup. Et je vais du coup en exécuter beaucoup. Si le moindre test me prend 2 secondes à exécuter et que j'ai 2000 tests dans mon projet, jamais je les exécuterai. Et au final, si j'exécute pas mes tests, à quoi bon écrire des tests? Ça ne sert à rien. Donc, un point important, c'est que ça aille vite, c'est que ce soit capable d'être exécuté très rapidement. L'ordre de grandeur, c'est que j'aimerais bien que l'intégralité de mes tests puisse être exécutée en quelque chose qui est de l'ordre de la seconde ou de quelques secondes, pas plus. Ensuite, l'aspect fiabilité. Alors l'aspect fiabilité qui est extrêmement important, c'est de se dire que si j'ai un test qui plante, ça m'assure qu'il y a vraiment un problème. Mais aussi, si jamais j'ai aucun test qui plante, j'ai un niveau de confiance suffisant sur le contenu. Alors j'ai aucune preuve qu'il n'y a pas de bug, parce qu'on ne peut pas y prouver avec du test unitaire qu'il n'y a pas de bug. Par contre, ça me donne un niveau de confiance sur ce que j'ai écrit pour me dire je vais suffisamment pouvoir dire ok, ça me paraît bien. Ça fait à peu près ce que j'attends. Et ensuite, l'aspect maintenabilité. Une petite modification dans le code, ça doit impliquer une petite modification potentiellement dans les tests. Une grosse modification dans le code va pouvoir impliquer des grosses modifications dans les tests. Mais si jamais je fais un tout petit modification et que je dois passer 10 heures à mettre à jour l'intégralité de mes tests, parce que derrière, tout est interdépendant dans tous les sens, c'est problématique. Du coup, c'est trop compliqué, je ne vais pas le faire, donc j'aurai pas de tests qui vont bien, et on retrouve dans le même boucle négative qu'on disait au début. Donc vraiment, ces 3 critères qu'on va revoir dans la présentation sont extrêmement importants. Mais du coup, ça, c'est des tests un peu classiques dans le monde du développement. Nous, on va se placer plutôt dans le monde de l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on peut bien faire un test? Donc, petit disclaimer, on est tous les 2 consultants chez Equinox, donc Equinox qui est une ESN. On a aussi une autre activité qui est de développer des startups au service de nos clients. Et pour ça, les différents consultants vont pouvoir travailler dessus. Et on espère créer les prochaines licornes de demain. Pour qu'une startup soit créée par Equinox, il faut qu'elle réponde à 3 critères, qu'elle soit écologique, éthique, mais aussi économiquement viable. C'est comme ça que Equinox a pu créer Mouvance pour
pourquoi on vous introduit Mouvance, c'est parce que c'est la startup qu'on va suivre qui utilise l'intelligence artificielle, qui va être notre fil conducteur. Donc c'est elle qu'on va prendre en exemple. Tu peux passer le slide après. Dans quel cas est-ce que Mouvance utilise l'intelligence artificielle? En fait, ceux qui ont l'application, quand ils vont se déplacer, à la fin de leur trajet, ils vont envoyer le trajet à notre API, et notre API va utiliser l'IA pour déterminer quel était le mode de transport utilisé par la personne avec son téléphone dans sa poche. Donc une fois que le modèle a déterminé ce mode de transport, notre API va leur répondre à l'utilisateur, vous étiez en vélo, vous étiez à pied, vous étiez en voiture. Pour développer ce modèle, on a une équipe assez complète, constituée de plusieurs data scientists et de plusieurs ML ingénieurs, dont je fais partie. Et la dernière chose que j'aimerais vous présenter avant qu'on entre vraiment dans le cœur du sujet, c'est le pipeline d'entraînement de machine learning. Donc c'est ça qu'on va suivre. On va partir de la donnée initiale, donc dans le cadre de Mouvance, les capteurs du téléphone. Ensuite, on va préparer ces données pour qu'elles soient compréhensibles, pour qu'elles soient propres. Et ensuite, on va enfin pouvoir entraîner notre modèle. Une fois que le modèle est entraîné, on a un modèle qui est généré et du coup, on va vouloir tester que ce modèle soit bien intégré et qu'on puisse bien l'utiliser en production. Et donc, première partie de tout ce pipeline, c'est vraiment la partie récupération et pré-traitement de nos données. Alors, ça va être la partie un peu simple, entre guillemets, mais il y a déjà, vous allez voir qu'il y a déjà pas mal de choses à dire sur cette partie qu'on va retrouver. Donc, premièrement, on a quelque part nos données, donc une base de données dans des fichiers, dans je ne sais quoi. Et de cette donnée, en fait, typiquement dans notre exemple, on a une table avec les trajets des utilisateurs, une table avec les utilisateurs, avec leur véhicule, avec, que sais-je, un certain nombre de tables. De ce truc-là, moi j'ai envie de pouvoir lui rajouter un peu d'informations, parce que j'ai des trajets, je peux calculer des temps de trajet, je peux aller m'amuser à calculer des vitesses de moyenne, maximale, des endroits de position de départ, des moyens de transport qui sont je sais pas, connus déjà de point de vue de cet utilisateur. Si je sais qu'il a une voiture, la probabilité que le trajet soit en voiture est peut-être déjà un peu plus élevée que s'il m'a dit non, je n'ai pas de voiture. Donc en fait, ce genre de choses-là, ça va être des moyens d'aider l'applicatif d'IA à mieux comprendre ce qui se passe. Mais c'est des choses qui ne sont pas directement dans nos tables de données. Il va falloir les travailler, ce qu'on appelle vraiment, on va créer des features, des caractéristiques de nos données. Et donc tout ce traitement-là, en général, c'est fait par des personnes qui ont la connaissance de la donnée, la connaissance aussi souvent statistique, souvent mathématique, des data scientists, des ML engineers comme Tom ici. Et en général, ils vont utiliser un outil qui s'appelle un notebook, donc, le plus connu Jupyter ici que j'ai référencé, mais il y a évidemment plusieurs possibilités. Et donc au sein de ce notebook, donc ça ressemble à ça, ni plus ni moins pour ceux qui ne sont pas habitués. C'est une interface web dans laquelle on vient écrire du code, ici en Python. Et en fait, ça va exécuter ce code-là. Gros problème, ce truc-là, au niveau de testabilité, c'est pas génial. Clairement, c'est pas génial. Donc c'est quelque chose qui est fait souvent en amont pour aller explorer, travailler, connaître la donnée. Mais évidemment, dès lors qu'on voudra revenir dans un cadre un peu plus strict d'un point de vue testabilité, on va être obligé de revenir sur nos environnements de travail habituels avec des IDE, etc. Faire le pont entre les deux, c'est pas toujours évident. Victor avait également donné une conférence il y a quelques temps sur ces sujets-là, vraiment le travail entre le notebook et l'IDE. Je vous conseille de peut-être essayer de retrouver, de par son nom, les présentations, notamment autour d'un outil qui s'appelle Jupytext. Donc pour ceux qui auraient envie de creuser un peu le sujet, c'est un outil qui est vraiment pas mal, qui permet de synchroniser des fichiers de code source avec des notebooks pour vraiment faciliter le processus de développement et le travail à travers les notebooks. Donc premier aspect, là-dessus, c'est vrai que d'un point de vue testabilité, on ne va pas trop insister parce qu'on ne peut pas faire malheureusement grand-chose. L'aspect vraiment important, c'est maintenant qu'on sait ce qu'on veut faire, on va pouvoir le faire proprement, on va pouvoir faire cette préparation de données, cette extraction des données. Donc ok, mes données, elles sont où? Probablement quelque part dans une base de données. Si vous faites du cloud, ça peut être dans du BigQuery, dans du Redshift, dans du Snowflake. Ça peut être dans des bases de données SQL plus classiques, Postgre, MySQL, Oracle, tout ce que vous voulez. Donc peut-être des fois dans des fichiers, si vous avez de la chance, ce sera un peu plus simple d'ailleurs à travailler. Mais en tout cas, vous allez avoir des systèmes probablement de bases de données dans lesquelles sont vos données. Alors c'est bien beau, mais quand je travaille avec ça, voilà, mon extraction de données, c'est un gros fichier SQL, c'est magnifique, mais ce truc-là, à maintenir, à tester, etc.,
un enfer. Vraiment, aller tester ce truc-là, c'est un truc qu'on n'aime pas trop faire parce que en fait, ça mélange plein de choses. Ça mélange de l'extraction, ça mélange du traitement de la donnée, ça mélange des requêtes dans des requêtes dans des requêtes. En tout cas, c'est assez immaintenable. En plus de ça, ces requêtes-là, si je suis sur des bases comme Postgre ou Oracle, à la limite c'est bien beau, je peux déjà essayer de démarrer des bases en local et essayer de faire un peu de test autour de ça. Si je suis sur des bases de données cloud, comme du coup Redshift ou BigQuery, m'amuser à faire ça et faire du local, en fait, ça n'existe pas vraiment. Donc pour ça, du coup, si vous voulez, première idée, donc voilà, si jamais, vu que ça n'existe pas, je dis je fais pas de test, on retombe dans le problème, on n'a pas de feedback, on ne sait pas si notre code fait bien ce qu'il faut, etc. C'est pas bien. On reste là-dedans, dans cette boucle négative. Donc la possibilité, ce que je vais présenter dans les 2-3 prochaines minutes qui viennent, ça serait de voir comment on peut tester vraiment sur la base de données à distance. Alors pour ça, il y a des outils déjà qui existent. Je sais qu'autour de dbt, il y a des choses qui permettent de faire ça. Enfin dbt ou Dataform, suivant votre école à ce niveau-là. Moi, je vais juste vous présenter un petit outil qu'on a développé, alors que vous pouvez reproduire assez facilement chez vous si vous voulez. C'est quand même quelques centaines de lignes de code, c'est pas beaucoup. Qui va nous permettre de faire ça. On a open sourcé, donc si vous voulez le récupérer, aucun problème. Donc SQL Test Kit, alors, comment ça va se présenter. Donc là, je vous ai donné un exemple de test. Donc, vous retrouvez les 3, ou en général, parties qu'on retrouve dans un test. Donc, le arrange, act, assert ou le given one then, suivant à nouveau comment vous préférez l'écrire. Mais concrètement, ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger notre query, être capable d'aller interpoler dedans des choses, et notamment injecter des fausses données en entrée, des données un peu moquées. Les données moquées, du coup, qu'on va pouvoir fournir tout en amont sous forme d'un data frame pandas. C'est le truc assez classique qu'on a l'habitude de manipuler en Python quand on fait de la data. Et donc, ça va aller concrètement, ce que ça va faire, ça va exécuter la requête en injectant des données directement au niveau BigQuery, récupérer le résultat qu'on va pouvoir comparer du coup sous forme d'un data frame pandas avec des outils plus classiques dans le monde Python. Concrètement, l'avantage, c'est qu'il n'y a aucune donnée qui est stockée concrètement sur du BigQuery. Par contre, on va exécuter réellement la requête sur du BigQuery. Donc oui, ça nous permet d'avoir quelque chose qui est bien fiable, qui correspond réellement à notre environnement d'exécution. Par contre, on a ce critère-là qui est un peu perdu. Donc malheureusement, aujourd'hui, avec le SQL, on n'a pas trouvé, et notamment avec ces outils type BigQuery et compagnie, de moyens de faire vraiment rapide. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de façon de tester en local. Alors, un truc, c'est que quand on a un test pas rapide, une idée, en tout cas un truc qu'on aurait tenté de faire, c'est de dire on va mettre plein de choses dans le même test. On va faire des gros tests qui vont tester plein de trucs en même temps. C'est en effet quelque chose qui pourrait être tentant. Mais on voit que quand on fait ça, ça pose des problèmes de maintenabilité, ça pose des problèmes de fiabilité. Donc en fait, en agissant sur ce critère-là, probablement vous allez dégrader les critères qui sont à côté. Donc aujourd'hui, pas de solution idéale, mais en tout cas des solutions un peu dégradées qui permettent quand même déjà d'aller tester nos fichiers SQL qui permettent d'extraire la donnée. Alors, idéalement, moi, ce que j'aurais envie de vous conseiller à ce niveau-là, c'est juste, on veut quand même se donner un filet de sécurité, donc arrêtez juste de faire la partie purement SQL pour ça, ou en tout cas laisser la partie extraction de données en SQL, mais toute la partie vraiment traitement et intelligence de votre code, essayez de la faire vraiment dans le langage testable. Donc langage testable, dans le monde de la data, vous avez du choix aujourd'hui, les plus connus ici, du Python, du Scala, du Java, comme vous en avez envie. Mais en tout cas, essayez d'avoir du code testable, donc un langage qui propose vraiment des choses pour faire des tests. Là, l'exemple que je donne, c'est l'exemple justement où on se dit, ok, maintenant je l'ai refait directement avec du Python, j'ai plus mon framework qui me permet de faire du SQL, mais j'ai gardé l'idée de dire, ok, je vais mettre plusieurs cas de test dans mon test et exécuter ce truc-là. J'ai mis un exemple, ça c'est un exemple bidon qui partirait d'une base d'items et rajouterait des discounts dessus. Pourquoi pas, c'est la fonction que je serais en train de tester. Ah, c'est bien beau, mais ce truc-là, en fait, si ça plante, s'il y a un test KO, je ne sais pas vraiment quel est mon item qui a posé un problème, je ne sais pas pourquoi ça a cassé, et probablement que ça a cassé au premier, et qu'en fait, s'il y avait 2 problèmes dans mon test, j'en ai vu qu'un seul. Donc c'est là où je parlais tout à l'heure de fiabilité, en fait, le test n'est pas vraiment très fiable, et en termes de maintenabilité, c'est pas évident non plus. Donc si jamais vous avez cette possibilité d'avoir des tests rapides, donc avec un langage qui permet ça, le conseil, séparez vos cas de tests dans des tests vraiment bien distincts, et c'est vraiment le truc pour être certain de pouvoir identifier facilement quels sont les problèmes quand vous avez un problème.
Merci Sylvain. Si on devait retenir quelques points de la partie que tu viens de présenter, c'est qu'il faut commencer vraiment, quand vous avez un applicatif de data science, commencez par explorer vos données, essayez de comprendre, sinon plus tard vous vous mangerez un mur. S'il n'y a pas de solution miracle, bien comprendre la donnée en amont. Ensuite, si vous devez faire du SQL, essayez de ne pas en faire, vraiment. Passez à des langages qui sont un peu plus testables facilement. Et en dernier point, ce qu'il faudrait vraiment retenir, c'est que quand vous faites des tests, essayez de bien séparer tous vos cas de test, en cas de problème, ce sera beaucoup plus facile pour vous, vous vous remercierez plus tard. Donc on a vu la partie préparation des données. Maintenant, on va passer à la partie un peu plus modélisation, choix du modèle. Donc pour ça, on se rappelle du contexte. On a nos données, on les a préparées, on a nos features qui sont à notre disposition, et du coup, on va vouloir entraîner notre modèle. Du coup, ce qu'on veut faire ici, c'est vraiment classifier nos modes de transport. On se rappelle l'exemple de mouvance. Vous faites votre trajet, vous avez votre mode de transport à la fin. Dans le cas de mouvance, on est dans un cas un peu particulier pour tester est-ce qu'un modèle est performant ou pas. On est dans le cadre du machine learning supervisé. Donc on part, pour ceux qui seraient un peu moins familiers de ce que c'est, on part d'un jeu de données qui associe des trajets avec leur mode de transport et on apprend au modèle à faire correspondre ces différents trajets au bon mode de transport. Pour vérifier que le modèle a bien appris, on a des jeux de tests. Donc on va passer au modèle différents trajets avec le mode de transport qu'on connaît mais qu'on ne donne pas au modèle. On va vérifier est-ce que ce modèle arrive à bien prédire sur ce cas de test. Donc ça nous permet d'avoir un premier exemple de est-ce que mon modèle est bien entraîné ou non. Dans le cadre de mouvance, du coup, c'est difficile d'avoir ce feedback par rapport à la réalité. On a entraîné notre modèle sur des données qui semblent être proches de la réalité, mais en vrai, est-ce que nos utilisateurs trouvent que le modèle est bon ou pas? Donc pour cela, on a une boucle de feedback un peu particulière. On a implémenté lorsque les utilisateurs ont un trajet, on leur demande de valider ou de corriger le mode de transport. Donc ici, chaque utilisateur peut nous dire bah non, en fait, le modèle s'est trompé. Vous pensiez avoir une précision de 90%, en fait, on n'est que à 89% ou en fait, on est un peu plus haut. Donc ça nous permet vraiment, avec cette facilité, de pouvoir bien valider que nos modèles sont pertinents et corrects. Donc cet aspect, comparer ce qu'on avait en production, donc notre vrai modèle, la réalité, et ce qu'on avait lors de la phase d'entraînement, on peut le représenter par exemple sous un tableau de données comme on a ici. Ici, on pourrait voir que deux fois sur trois, en fait, le modèle a bien prédit, l'utilisateur n'a pas modifié son mode de transport. Donc on peut se dire, bah, tiens, j'ai une accuracy de 2 tiers. Et donc, comme c'est l'accuracy du modèle en production, on peut se dire, bah, tiens, c'est ma baseline accuracy, c'est avec ça que je veux me comparer à chaque fois que je vais vouloir entraîner un nouveau modèle. Donc ça, c'est pour un cas particulier, le cas de mouvance, mais suivant votre cas d'usage, votre modèle, vos applications, il y a plein d'autres métriques qui sont à votre disposition, donc à vous de choisir celle qui vous importe le plus. Donc, maintenant qu'on a vu qu'on pouvait tester notre modèle et le comparer à d'autres choses, à chaque fois qu'on va vouloir faire une modification du modèle, on va pouvoir le comparer à celui actuellement en production et décider est-ce qu'on va le garder ou pas. Donc on retourne dans notre boucle de feedback. Par contre, les modèles et les paramètres qu'on va utiliser, il y en a des milliers. On peut ajuster les learning rates, les features, la taille du modèle, le choix du modèle. Tous ces éléments sont très complexes à retenir. Donc on a des solutions comme MLflow qui vont nous permettre d'enregistrer les différents paramètres qu'on a choisis et de pouvoir comparer facilement notre modèle pour pouvoir savoir lequel peut partir en production. Donc ici, dans cet exemple, ce serait le modèle du haut qui a une accuracy un peu supérieure au modèle du dessous. Donc c'est un exemple d'utilisation de ce petit logiciel. Donc maintenant qu'on a entraîné notre modèle, on s'est assuré qu'il avait des bonnes performances. On voudrait s'assurer que le modèle qu'on a, il s'intègre bien à l'intégralité de notre pipeline, donc il s'intègre bien. Donc c'est vraiment ça qui va nous intéresser maintenant. Donc dans le cadre de mouvance, on a notre modèle qui est représenté par le petit cube et on a une API qui sert à faire la jointure entre le téléphone et le modèle. Donc là, ce qu'on va vouloir tester, c'est est-ce que le modèle entraîné s'intègre bien, est-ce que l'API peut faire des prédictions et renvoyer à l'utilisateur ce que lui dit le modèle. Donc pour ça, on pourrait commencer par faire un test de bout en bout, donc end-to-end en anglais, en local. Donc
comment est-ce que ça se représenterait? On partirait d'un vraiment tout petit échantillon de données, et on préparait les données, ensuite on entraînerait notre modèle. Donc ça, c'est la première partie. Et ensuite, on essaierait d'intégrer ce modèle dans notre brique de prédiction, donc ici, pour Mouvance, notre API, et avec un petit échantillon de données de test, on pourrait demander à cette API qui contient le modèle, quels sont les modes de transport en sortie. Alors attention quand on fait ce genre de test, en fait, on coche peu de cases. D'une première part, le test n'est pas rapide, parce qu'il y a une partie préparation des données, il y a une partie intégration, il y a une partie entraînement. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, donc on ne peut pas le faire en quelques secondes. Mais en fait, c'est pas très grave, parce qu'on est sur un test end-to-end, on n'est pas sur un test unitaire. Par contre, le test est fiable. Si jamais je vois que mon test est ouvert, je me dis que mon modèle, en fait, il s'est bien entraîné, il s'est bien intégré au pipeline, et du coup, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis pour l'intégrer en production. Il y a eu un autre critère qui n'est pas respecté, c'est qu'il n'est pas maintenable, parce que dès que vous allez faire une petite modification au niveau de la brique, soit d'entraînement, soit de préparation des données, votre test risque de casser. Donc c'est bien beau, mais ça risque de casser. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Plutôt que de tester les modes de transport en sortie, c'est un peu compliqué. Ce qu'on va plutôt faire, c'est tester qu'il y ait bien le bon nombre de modes de transport et que ce soit bien des modes de transport. Comme ça, quand vous allez changer votre étape préparation des données ou entraînement du modèle, vous aurez toujours ce test-là qui passera bien. Donc il est un peu plus maintenable. Ouais, du coup j'ai fait le slide, mais du coup il est toujours un peu lent. Donc maintenant, on retourne à cette boucle de feedback. À chaque fois que vous allez vouloir modifier le modèle, vous allez vérifier est-ce qu'il s'intègre bien au reste du pipeline. Donc c'est toujours cette boucle de feedback qui continue de revenir. Cette chose est quand même assez intéressante dans le sens où souvent de fois, les modèles peuvent avoir des entrées, des formats des entrées et des sorties au niveau de la donnée qui vont évoluer parce qu'on a modifié les caractéristiques de nos données d'entrée. On a voulu rajouter la durée moyenne du trajet, par exemple. Du coup, on rajoute une information que le format vraiment de notre entrée va changer. Et en fait, là, il est vraiment important de savoir si, en gros, toutes les tuyauteries, déjà, fonctionnent de bout en bout. C'est vraiment à ça que servira ce test. Donc là, si vous avez bien suivi, on a fait un test de bout en bout en local, mais le modèle qu'on a entraîné, en fait, on ne l'a pas gardé jusqu'au bout. Il ne va jamais aller en production. Là, ce qu'on aimerait bien faire, c'est faire un test d'intégration qui va nous générer un modèle, qui va nous l'entraîner, et que ce modèle-là entraîné soit un candidat pour aller jusqu'en production, donc que nos utilisateurs puissent utiliser au quotidien. Donc pour ça, on a une première phase d'intégration. On va prendre un échantillon de données beaucoup plus grand, très représentatif. On va pareil préparer nos données, entraîner notre modèle, et ce modèle, on va le sauvegarder. On va générer un artefact qui va contenir à la fois le modèle, la brique de prédiction et l'échantillon de données de test sur lequel on va faire le pipeline suivant du coup, qui va utiliser cet artefact et qui va faire une prédiction basée sur cet échantillon de test qui est représentatif, et on va obtenir, dans l'exemple de Mouvance, l'accuracy. Donc là, on va vouloir comparer l'accuracy de ce modèle, de cet artefact plutôt, à celui qu'on a en production, donc qu'on avait vu tout à l'heure. Dans le cas où ça se passe bien, que l'accuracy est supérieure à celle qu'on avait précédemment, dans ce cas-là, la partie modèle plus brique de prédiction peut aller directement en production. Alors, ce qu'il faut retenir sur cette partie modélisation, s'il y a quelques éléments importants que vous devez retenir de notre présentation, c'est premièrement essayer d'être capable de transcrire cette problématique métier en quelque chose qui est une valeur numérique, une métrique que vous allez pouvoir mesurer. Alors l'exemple ici, on a choisi l'accuracy, qui est une métrique très simpliste, mais il y a des métriques vraiment adaptées à vos différents besoins, à vos différents use cases, à vos différents types de modèles que vous allez entraîner. Commencez par établir une valeur actuelle de votre modèle. Si vous avez déjà des modèles en prod mais qui ne sont pas testés, vous vous servez de cette valeur-là comme valeur de référence. Et du coup, vous allez pouvoir entraîner des tests pour améliorer cette valeur de référence. Écrivez des tests de bout en bout pour valider justement toute cette tuyauterie, valider que tous les éléments marchent bien les uns avec les autres. Mais dans ces tests, ne validez pas forcément la qualité des prédictions qui sont faites, puisqu'en fait, en entrée, on va juste garder un petit jeu de données. On va même s'entraîner avec potentiellement beaucoup moins d'itérations. Le but, c'est vraiment juste de dire la forme de mon pipeline, de tout mon traitement de données, ça soit cohérent. Et une fois que cet élément-là est passé, c'est un élément qui peut être lancé en local, qui peut facilement tourner en quelques secondes.
bah, en fait, vous allez pouvoir lancer sur un gros volume de données avec un vrai entraînement, donc faire vos vrais tests en fait, et générer cet artefact qui est votre modèle en fait, qui est vraiment votre livrable, c'est le modèle, c'est pas juste un applicatif, c'est un applicatif que vous avez entraîné. Et ce modèle-là, vous pouvez le passer dans des tests un peu plus complets, tests end-to-end, d'acceptance, tests, peu importe comment vous allez vouloir l'appeler, sur un vrai environnement, isoprod, pour aller vraiment le tester sur des vraies prédictions et voir ce qui est obtenu, et obtenir une vraie métrique que vous pourrez comparer. Si sur ce test end-to-end, ce test complètement isoprod, les métriques semblent meilleures, alors vous pouvez envoyer le modèle en production. Et là, ce qu'on voit vraiment comme différence assez notable entre un applicatif classique et un applicatif d'IA, c'est que dans l'applicatif classique, bah, j'ai mon code, je le package, et c'est ce truc-là que je livre. Ici, c'est j'ai mon code, je le package, je génère un élément, et c'est tout ce machin-là que je vais livrer. L'élément que j'ai généré grâce à mon code, accompagné de mon code. Donc on a un livrable qui a une forme vraiment différente de ce qu'on va retrouver dans les livrables assez classiques en développement logiciel. Donc maintenant c'est bien, j'ai récupéré mes données, j'ai pu pré-traiter mes données. Donc là on a vu qu'on pouvait faire du test unitaire relativement facilement si on a un langage qui le permet. Derrière on a construit un modèle, on a vu que le modèle, on avait différents niveaux de validation qu'on allait pouvoir lui apporter, plus ou moins rapide, plus ou moins faisable en local. J'ai pu déployer mon modèle jusqu'en production, maintenant le test ne s'arrête pas là. Une fois que j'ai mon modèle, il va falloir continuer de faire du test. Et le test, quand on le fait vraiment sur la prod, on appelle ça du monitoring. Donc premièrement, je me dis, ok, j'ai mon test, j'ai une nouvelle version de mon API, donc avec mon modèle qui est embarqué à l'intérieur de l'API. Je vais vouloir la livrer, API V1, API V2. Comment je vais faire ce truc-là? En général, ce qu'on va essayer de privilégier, c'est de l'A/B testing. L'A/B testing, donc je vais déployer mes deux modèles en parallèle. Je vais envoyer une partie de mes utilisateurs sur ma nouvelle version de mon API. Et en fait, l'élément vraiment important ici, c'est de dire je vais essayer de regarder des métriques, alors des métriques si possible, le plus proche possible du business, pour savoir si en fait mon modèle est meilleur ou pas. Alors on a des métriques typiquement qui vont être un peu plus techniques, comme ça ici, le taux de correction qu'a donné à l'utilisateur. Est-ce qu'il a passé son temps à corriger ce qu'on lui a donné, ou est-ce qu'en fait, à chaque fois, il valide le trajet et c'est très bien. Mais on peut avoir des valeurs aussi un peu plus indirectes, typiquement. Est-ce que mon taux de contact au niveau du support a augmenté? Typiquement, on peut aussi regarder est-ce que j'ai des désinscriptions de l'application suite à mon nouveau modèle. Quand on va déployer des modèles qui sont impactants pour votre business, plus l'élément que vous déployez a un impact fort pour le business, plus vous pouvez regarder des métriques qui sont très haut niveau d'un point de vue business et prendre vos décisions par rapport à ça. Donc ce qu'on voit ici, c'est que les métriques ne sont pas forcément exactement des métriques techniques, des métriques liées à du machine learning. On va vraiment essayer de se dire qu'est-ce que je peux mesurer qui reprendra si oui ou non mon applicatif fonctionne bien. Et donc suivant les métriques que vous obtiendrez, potentiellement vous direz ok, je rollback à ma version 1 ou j'accepte que tous mes utilisateurs passent sur la version 2. Donc premier élément, faites de l'A/B testing pour déployer vos modèles. Ça vous permet vraiment de valider des choses de manière un peu plus tangible. Deuxième élément, c'est que en fait, on est dans un monde où en fait, les gens ont des nouveaux téléphones. Tous les ans, il y a des nouveaux téléphones qui sortent, le hardware évolue, le software évolue aussi. Plus ça va, il y a des capteurs qui envoient des données différentes, à des rythmes différents. Donc en fait, le matériel évolue, mais aussi les gens évoluent. Potentiellement, il peut se passer des choses qui font que la façon dont les gens vont se déplacer va évoluer. Pour nous, potentiellement, voilà, sur des clients qui nous seraient des clients parisiens, on sait que par exemple qu'il y a une nouvelle loi qui passe sur la restriction du coût de véhicules polluants. Potentiellement, c'est quelque chose qui va avoir un impact fort sur la façon dont les gens vont se déplacer. Potentiellement, moi, il y a un utilisateur qui va, je sais pas, se dire, ok, je suis en été, je vais prendre plutôt mon vélo. Mais peut-être que quand on est en automne et qu'il pleut bien comme il faut, ou qu'il y a de la neige en hiver, le vélo, je n'ai pas spécialement envie de le prendre, je vais prendre la moto ou la voiture. Potentiellement, donc on va avoir des comportements qui vont changer, des données qui vont changer. Si les données changent, il y a quelque chose qu'on peut observer, c'est ce qu'on appelle des data drift. Donc en gros, des métriques particulières de données, des comportements de données. Et potentiellement, ces choses-là, il va falloir les observer et se dire quand vraiment certaines caractéristiques, donc ça peut être le taux de la durée moyenne des trajets, on peut mesurer des éléments comme ça. Quand on va les voir évoluer un peu trop, en fait, c'est un indicateur clé qui dit, ok,
Si ma donnée n'est plus la même, potentiellement le modèle que j'ai entraîné ne correspond plus au vrai comportement des utilisateurs. Puisqu'en fait, un modèle de machine learning, c'est quoi? C'est un moyen d'essayer d'optimiser un modèle mathématique à un comportement des données. Donc du coup, là, on va essayer de voir comment on peut optimiser ces choses-là. Et donc potentiellement, on va devoir réentraîner les données. Alors pour mesurer ces data drifts, vous pouvez utiliser des éléments d'autres frameworks. dbt à nouveau permet de pouvoir exécuter des requêtes régulièrement, mesurer des choses. Great Expectations vous permet aussi potentiellement de mettre des seuils sur des métriques et de vous dire, bon, ok, si le seuil est dépassé, potentiellement je dois lever des alertes. Donc vous pouvez pouvoir mettre en place ce genre de choses. Et du coup, si jamais vous observez que ça se produit, un élément important, c'est de réentraîner le modèle, donc de générer une nouvelle version de mon applicatif, même s'il n'y a pas eu d'évolution dans le code. Là où, historiquement, en fait, chaque version du code, c'était une version de mon livrable, quand on fait de l'intelligence artificielle, chaque version du code va donner lieu à un couple code plus modèle, mais en fait, va même donner lieu à plusieurs couples plus modèles, puisque si je rentraîne sur des nouvelles données pour un nouveau comportement, mon modèle sera très différent. Donc, merci Sylvain. Si on devait retenir quelques points de ce que tu viens de nous présenter, c'est que n'hésitez pas à faire de l'A/B testing pour monitorer à la fois vos métriques en dur et les métriques business. C'est archi important. Ça vous permet de vraiment pouvoir valider le comportement que vous vouliez avoir. Il ne faut pas aussi hésiter à monitorer toutes les métriques et les KPI que vous avez pour être alerté en cas de changement. Des fois, souvent, ce n'est pas de votre faute, c'est un élément extérieur qui va modifier ces données. Et donc, il faut bien regarder à les monitorer le plus souvent possible. Et dernier point qu'a présenté Sylvain, c'est que quand vous voyez que les performances se dégradent, n'hésitez pas à réentraîner ou retravailler votre modèle pour retourner au seuil que vous étiez fixé. Pour conclure, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de l'intégralité de cette présentation, c'est vraiment la boucle de feedback. À chaque fois que vous allez faire un changement, validez le comportement que vous vouliez obtenir. Les différents tests, il leur faut 3 critères pour qu'ils soient corrects, considérés comme bons. Il faut qu'ils soient rapides, fiables et maintenables. Et maintenant, on peut passer aux questions. Merci de votre écoute, en tout cas. On est ouvert aux questions. C'est des genres de questions. Passez par mon compte. Vous m'entendez? Super. Sur les processus itératifs, quand vous réalisez vos séries de tests ou vous faites vos sessions de réentraînement, vous diriez que la variable temps joue à quel niveau de manière prépondérante? C'est-à-dire que c'est sur la récolte de vos données, c'est sur vos tests, c'est sur la session d'entraînement? Où est-ce que vous perdez le plus de temps? Vas-y, je te laisse répondre. Aujourd'hui, on passe le plus de temps, j'ai envie de dire, pas forcément en termes, en tout cas, on passe le plus de temps. Ça va principalement être sur la partie étude des données en amont, vraiment bien comprendre nos données. Donc la partie évidemment qui est sur Jupyter, qui n'est pas forcément testable, mais vraiment d'exploration, de compréhension de ce qui se passe. Et notamment parce qu'en fait c'est quelque chose, donc toute cette boucle et toute la présentation qu'on a faite, on a vraiment une itération sur toute cette boucle là. Parce qu'en fait, si on observe, par exemple, tout à la fin, on observe ce data drift, en fait, ce data drift, on va déjà réentraîner le modèle pour voir si ça s'améliore. Mais des fois, malgré ça, ça ne s'améliore pas spécialement ou on ne retrouve pas les performances qu'on avait au début. Et en fait, potentiellement, c'est là où il va falloir aller regarder dans les données, c'est de comprendre ce qui a pu se passer dans les données pour pouvoir générer ce problème. Et en fait, c'est vraiment cet élément-là qui va aujourd'hui passer une grosse partie du temps, c'est vraiment la définition de ces caractéristiques pour la compréhension de ce qui se passe dans les données. Bonjour, merci pour la présentation du coup. Il y a une petite question. Quel outil utilisez-vous pour automatiser l'exécution des pipelines? L'exécution des pipelines, vous utilisez quoi pour automatiser leur exécution dans le temps? Alors ça va dépendre de quel type de pipeline on parle. Le pipeline de test en fait, de bout en bout, okay. d'entraînement. Celui de bout en bout, donc si on veut parler de la partie entraînement du modèle, on va sur des plateformes du coup dédiées à de l'entraînement. Typiquement, si vous êtes sur des plateformes cloud de type AWS, du SageMaker ou côté GCP, du Vertex AI, la plupart des cloud providers proposent leur solution aujourd'hui, ou en local, potentiellement avoir des outils un peu plus dédiés. Typiquement, je pense à du scheduling data de type Airflow et compagnie qui peut servir à scheduler ce genre de choses.
Si on parle par contre de la partie, par exemple, le pipeline qui va servir au test d'acceptance, là on va plus être du coup, alors, si c'est quelque chose qui est acceptable en termes de performance, sur les runners de notre CI directement. On va avoir, parce que là c'est vraiment, je vais appeler l'API et regarder le résultat. Donc pour moi, j'exécute un test, alors ça va être du Java, du Python, peu importe, mais ça va être un vrai test unitaire, mais au sens technique, même si en fait ce que je fais derrière c'est pas un test unitaire, c'est un test end-to-end qui va tester une vraie API déployée sur un vrai environnement. Ok, donc vous avez une plateforme en fait pour la partie machine learning et la CI pour la partie applicative API. C'est ça. Ok. Vous avez de l'API Manager en front ou vous n'avez pas ça? Alors il n'y a pas de front, c'est la partie mobile du coup. Non, l'API Manager pour monitorer l'API. Est-ce que vous avez ça ou pas? Côté non, je crois pas. Merci. Du coup, je ne sais pas si j'ai bien suivi, mais donc, au moment où vous testez le modèle, est-ce que ces données de test qui sont utilisées, ils ne vont pas resservir à réentraîner le modèle? Alors c'est ce qui entraînerait un jeu de test, ce qui ne sera pas dans le jeu d'entraînement. D'accord. Enfin, quand on va faire du machine learning, on a bien le sampling. C'est ça. L'idée, ça va être de dire, je prends mes données et je vais les découper littéralement entre un jeu de test et un jeu d'entraînement, en essayant que les deux jeux soient quand même représentatifs de la réalité. Donc il n'y a pas de risque de surentraînement. Le fait qu'on monte en accuracy en fait. Évidemment, si tu entraînes tes données dans ton modèle avec les données test, forcément tu vas surapprendre au niveau de ton modèle. Donc du coup ça va complètement biaiser la métrique que tu observes. Donc le but c'est vraiment de séparer tes données en amont. D'accord. Une question ici. Merci beaucoup pour la conférence. Petite question, aussi au niveau des données, les données qui sont utilisées pour les tests, ce sont des données utilisateurs qui ont les mêmes paramètres statistiques, ou ce sont des données qui sont créées avec les mêmes paramètres statistiques que les données utilisateurs, ou ce sont des données utilisateurs? Quel type de données sont utilisées justement pour ces tests? Il faut que globalement tes données de test doivent être du même format, du même type que ce que tu vas voir dans la réalité. Donc soit tu as la possibilité, ça serait idéal de générer ton données de test, mais en général ce qui va se passer c'est que tu vas prendre des données réelles sur lesquelles tu as des vraies informations qui sont labellisées, donc potentiellement où il y a eu les corrections des utilisateurs pour qu'on soit certain de la vraie valeur, et c'est ce jeu de données là que tu vas servir à splitter en entraînement en test pour pouvoir envoyer dans ton modèle. Que ce soit des vraies données, si possible récentes, parce que comme on a vu tout à l'heure, les données évoluent dans le temps. Donc si possible des données suffisamment récentes. Après ça va dépendre du use case, de ce qu'on entend par récent. Ok, merci beaucoup. Merci pour la présentation. J'ai une question sur la dernière partie finalement, quand vous détectez un data drift, un changement de distribution des données. Qu'est-ce que vous faites après? Est-ce que vous repartez sur une campagne d'acquisition complète ou est-ce que vous essayez de reproduire la nouvelle distribution avec les anciennes données? Est-ce que vous jetez toutes les anciennes données finalement ou est-ce que vous repartez sur quelque chose de complètement nouveau de zéro? On a fait les deux. On est parti dans une première approche de réutiliser les anciennes données pour essayer d'avoir un modèle un peu plus généraliste. Ça donnait des moins bons résultats que de juste reprendre les dernières données, celles qui ont du coup drifté, pour réentraîner notre modèle, parce que ces données driftées, en fait, on ne va plus avoir que ça quasiment pendant une longue période de temps. Donc on a de meilleurs résultats en reprenant uniquement les dernières données. Merci. Je compléterai en disant que ça va vraiment dépendre après de ton business case, de se dire en fait, sur certains business, ça peut avoir un intérêt de dire je veux considérer des anciens comportements sur un comportement qui est censé, quand il évolue, vraiment rester dans ce nouveau comportement, autant se baser sur des données plus récentes. Ça va vraiment dépendre du business. On parle de quelle quantité de données? Des centaines de gigas, des téras, des pétas dans vos cas d'usage? Là, on est dans la centaine de gigas à peu près, mais ça n'arrête pas d'augmenter. On a une courbe exponentielle d'utilisateurs actifs qui n'arrête pas d'augmenter en ce moment. Donc, on était à quelques dizaines de gigas en début d'année. On est passé à plusieurs centaines sur les derniers mois.
J'ai une petite question. C'est les mêmes personnes qui font le déploiement du modèle IA et l'apprentissage ou c'est des équipes différentes? Alors, c'est la même équipe qui va travailler sur tout le pipeline. Ouais. Par contre, après, la partie déploiement, en fait, elle est automatisée, donc c'est pas des gens qui vont le déployer. Ok. Tout est scripté, tout est automatisé par des process de déploiement continu. Donc là, clairement, il n'y a pas d'intervention manuelle à ce niveau-là. Par contre, en effet, toute l'équipe participe à l'établissement de ces scripts de déploiement, de comment on fait réellement ce déploiement. Et là, en fait, Mouvance reste une équipe qui est de taille assez raisonnable. C'est qu'en termes de nombre de développeurs, on est inférieur à la dizaine de développeurs. Donc en fait, tout le monde participe un peu à tout au quotidien, même si en effet, des personnes qui ont un profil plus data scientist vont avoir une appétence beaucoup bien meilleure et une compréhension vraiment du comportement du modèle plus précise. Là où des profils plus de dev mobile ne vont pas spécialement pousser ce truc-là, mais par contre vont pouvoir aller travailler sur d'autres aspects qui sont aussi hyper importants pour le business, où là les devs back-end vont plutôt travailler sur justement ces process de déploiement, sur l'API et ce genre de choses. Il y a des profils un peu différents, mais globalement tout le monde touche un peu à tout. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question. Donc vous l'avez évoqué, ce que j'ai entendu, c'est qu'avec que ce soit le changement climatique et les changements d'utilisation des modes de transport aujourd'hui, comment ces changements de loi, vous avez parlé de Paris par exemple, et d'interdiction d'utiliser les voitures, sans rentrer dans le détail, comment ils peuvent être intégrés dans le modèle par exemple? Et en ce moment, par exemple, il y a un sujet qui m'inspire, qui est le projet Inspire, qui... fallait que je la fasse. Comment on peut intégrer ce type de contraintes ou de mise à jour, tout simplement, de comportement sur le modèle? Alors, de manière assez naïve, j'ai envie de dire déjà, c'est en général les personnes qui vont travailler justement dans l'entreprise vont avoir une forte sensibilité à essayer d'écouter ce qui se passe déjà autour de ces domaines-là. Donc vraiment d'être conscient des différentes réglementations qui vont entrer en vigueur, des différentes évolutions. Ces personnes sont très sensibilisées sur ces sujets-là. Et du coup, mécaniquement, quand il y a quelque chose qui se passe d'un côté, ils vont avoir tendance à regarder beaucoup plus précisément justement ce suivi des métriques et être beaucoup plus sensible. Si on voit le moindre data drift, on sait qu'il y a un changement. Donc pour être vraiment beaucoup plus réactif sur les modifications. Après, est-ce qu'il y a des moyens peut-être est-ce que tu as des moyens de le faire de manière plus automatisée? Au sein du modèle, on n'a pas intégré de features qui prennent en compte ces différents types de législation. Par contre, on peut s'entraîner uniquement sur les dernières données, les données les plus fraîches, les plus récentes, qui intègrent ce data drift, et du coup, on va l'intégrer de manière quasiment automatique au sein de notre modèle. Bonjour, merci pour cette présentation. Donc vous disiez que les données, le volume de données d'utilisateurs était en train de croître exponentiellement. J'imagine que ça veut dire que pour la récupération des données et pour entraîner les modèles, à un moment donné, il va falloir échantillonner parce que ça va être compliqué de gérer. Donc, déjà, est-ce que c'est effectivement une solution qui est envisagée ou est-ce que pour l'instant vous avez une marge de manœuvre encore suffisante? Et s'il y a échantillonnage, comment on procède? Bonne question. Il n'y en a pas encore pour le moment. On ne s'est pas encore posé la question parce que notre manière de faire actuelle est relativement scalable, donc on n'a pas eu encore de problème à ce niveau-là. Mais si jamais le problème se pose, on creusera. Merci. Pas forcément de réponse pour l'instant. Les méthodes de sampling sont toujours assez délicates. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de composantes business aussi à prendre en compte. Puisque je ne peux pas juste sampler en disant je vais prendre mes séries temporelles et j'en coupe 50% et c'est bon, puisqu'en fait je vais couper 50% de mes trajets. Il y a un sampling qui doit être conscient du comportement d'utilisateur aussi à faire pour aussi garder les mêmes composantes, les mêmes caractéristiques, les mêmes moyennes sur certaines caractéristiques importantes, les mêmes distributions de données globalement. Le sampling est de toute façon quelque chose qui est assez délicat à faire. C'est pour ça que tant qu'on peut s'en passer, c'est bien. En effet, il y a un moment où ça devient obligatoire. Du coup, sur les... donc, est-ce qu'en fonction du
du choix du modèle, la testabilité, elle va changer en fait. Par exemple, si on prend un arbre ou une régression je sais pas, logistique ou ce genre de choses. De manière assez générale, non. Vu que tu ne vas pas tester ton modèle en lui-même, tu vas tester les performances du modèle, tu vas tester les entrées et les sorties du modèle, mais le modèle en lui-même, on n'a pas de test pour vérifier que tu as bien mis ton bon nombre de couches, ton bon nombre d'arbres. Ça va être de la partie code, donc tu vas le tester de manière unitairement comme le reste. D'accord. Je vais retrouver la question. Ouais. Merci beaucoup, c'est fini. Merci. Pour les ateliers.